Alors, on va accueillir Monsieur Dijon, qui est présent déjà avec nous. Monsieur Dijon, Bonjour, bonjour. bonjour. Donc, Monsieur Dijon, président de l'Épage du Loing, Oui. qui va nous parler effectivement aujourd'hui de son syndicat, de ses actions. Monsieur Dijon, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre structure en quelques mots? Merci Mathieu. Bon, alors, je suis content de vous accueillir de la mairie de Montargis. Je suis le maire de Montargis et aussi président de l'Épage. L'Épage, c'est un syndicat qui s'est constitué il y a quelques années, après les inondations de 2016, à la demande des deux premiers ministres qui étaient venus nous voir, M. Cazeneuve et Valls. On avait été très touchés sur le Loing. Le Loing, c'est une rivière qui vient de la Puisaye, globalement de la Puisaye, de la forêt d'Orléans et de la Beauce, et qui va se jeter dans la Seine au niveau de Moret-sur-Loing, c'est-à-dire la partie tout à fait rivière qui coule du sud au nord et qui vient se jeter dans la Seine au niveau de Moret, après Fontainebleau. Donc cette rivière a été très sollicitée au mois de juin 2016, quand nous avons connu les inondations. De fortes chutes d'eau sont arrivées de la Puisaye, puis de la forêt d'Orléans et de la Beauce. Tout ça s'est rapproché de Montargis à grande vitesse et nous avons dû effectivement subir une très grosse crue entre Montargis, Nemours, Fontainebleau et Moret, qui a mis très à mal le territoire. On a beaucoup souffert et les réunions qui ont eu lieu après ont incité la préfecture d'Île-de-France, le préfet Cadeau, à taper du poing sur la table et à demander aux syndicats existants de se réunir dans le cadre d'un épage du bassin du Loing, c'est-à-dire que le bassin total avec ses affluents s'est regroupé dans l'évolution du syndicat que nous avions à l'origine, qui était d'une centaine de communes, est passé aujourd'hui à 265 communes, avec environ 270 000 habitants sur 4 000 km² et un nombre impressionnant d'affluents qui viennent de la rive droite, qui est restée dans son espace très naturel, puisque on les arrivées collinaires de la Puisaye et de Lyon qui descendent dans la vallée du Loing, tandis que ce qui arrivait de la Beauce avait été fortement modifié dans les 70 dernières années. Les rivières avaient été rectifiées, les rues, les méandres avaient été supprimés, on a fait des autoroutes qui amènent l'eau très rapidement dans l'agglomération montargoise et qui envoient après au nord des quantités tout à fait anormales d'eau, alors que si on, comme le disait mon prédécesseur avec le CEREMA, en reméandrant, en ralentissant la vitesse d'écoulement de l'eau, on a de l'eau qui reste en amont et le problème, c'est cette solidarité amont-aval que nous voulons établir, qui ne pouvait être le cas là, puisque tout est amené à être aspiré vers l'aval. Alors, notre syndicat s'est organisé comme il existait, si vous voulez, avec 14 sous-bassins. Vous voyez, le bassin du Loing est divisé en 14 sous-bassins. Donc, ce sont des sections de rivières du Loing ou les affluents, et qui sont constitués, ces comités de bassin sont constitués chacun d'un technicien, d'un des 12 techniciens de l'Épage, et d'un président qui est un président nommé par moi, qui est quelqu'un qui représente le président de l'Épage dans ce comité de bassin. Et chaque commune, c'est ça l'originalité, chaque commune désigne un délégué qui est un référent haut qui va participer à ce comité de bassin. Et c'est là vraiment que s'établit la politique d'aménagement, d'investissement, de réflexion de chaque bassin pour être en raccord avec la politique générale de l'Épage qui valide en fait tout le travail fait dans ces bassins. Et c'est une méthode très originale qui oblige la base à travailler et qui fait que le comité syndical en haut est un comité d'une quarantaine de personnes à peu près, quarantaine d'élus des EPCI, mais n'est là que pour avaliser le travail qui a été fait par la base. Et c'est l'originalité très, très basique de notre organisation. Et je vous avoue que cette organisation, nous l'avions déjà dans le précédent syndicat qui s'appelait le CIVLO, et nous l'avons dupliqué avec un petit peu d'hésitation de la part de certains des nouveaux arrivants, mais qui ont très vite compris l'intérêt de faire participer chaque commune à ses propres décisions. C'est vraiment bien de prendre son destin en main, sachant qu'il y a des impératifs bien sûr tout à fait supérieurs au niveau de la GEMAPI par exemple, mais ça c'est une autre paire de manches. Mais pour la gestion commune des rivières, on sait très bien faire et c'est une méthode très souple pour travailler. Voilà un petit peu la façon dont on travaille et ce qui fait que le président est quelqu'un d'heureux puisque toutes nos décisions sont prises
la quasi-unanimité. C'est une unanimité due à effectivement le gros travail qui a été fait par tout le monde. Et chaque réunion de comité de bassin reprend la précédente et la fait vivre et évoluer, puisque le montage de dossier nécessite quand même au moins 2 ou 3 ou 4 ans souvent pour arriver à aboutir sur un dossier, parce que les procédures sont toujours très longues avec l'eau. L'eau a son temps et nous devons prendre le temps de l'eau aussi pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Très bien. Au niveau de ce territoire, quels sont les changements principaux que vous avez remarqués avec cette mise en place de la GEMAPI? Vous aviez effectivement de nombreux syndicats, de nombreux EPCI. Pour vous, finalement, est-ce qu'il y a eu des facteurs particuliers qui ont été issus de cette GEMAPI, notamment par exemple sur les évolutions des compétences particulièrement? Alors, le syndicat et l'EPAGE est né le 1er janvier 2019, hein, c'est tout récent, hein, ça fait 1 an et demi. Voilà, on est dans une phase un petit peu de préhension un petit peu de nos responsabilités, mais tout de suite, ce qui est arrivé, le but, c'était le travail sur les inondations. Hein, ça, c'est clair que le MOPI, c'est lui qui nous anime le plus, puisque nous sommes dans un papier d'intention actuellement, avec le PTB, Seine-Grand-Lac, c'est la Seine-Amont, hein, c'est l'amont de Paris, donc c'est très important aussi. Et là, on a des obligations de résultat, bien entendu, assez rapides. Donc, nous sommes partis dans cette disposition du papier d'intention qui doit arriver à un papier en 2024. Donc là, ça va très vite. Nous avons lancé une étude d'environ 2 millions d'euros, qui est une étude sur l'hydraulique de tout notre territoire, un relevé précis de toute la partie bassin de l'épage, et on est vraiment tenu par cet objectif d'être complètement abouti dans le courant de l'année prochaine. Actuellement, les géomètres sont dans toutes les rivières en train de faire les relevés. Après, on fera circuler, il y aura des modèles de calcul avec l'intelligence artificielle qui vont permettre de modéliser plusieurs types de possibilités pour voir avec l'historique, avec la crue de 1910, les autres crues qu'on a eues, la crue de 2016, comment les choses pourraient se passer mieux si on surinondait les terres agricoles en amont pour éviter que la partie urbaine soit submergée comme elles l'ont été à Montargis, à Nemours et encore ailleurs. Donc pour nous, c'est très important. Donc il y a eu la mise en place de cette taxe GEMAPI, hein, qui a été un peu une nouveauté. On incite les EPCI effectivement à se fiscaliser là-dessus, parce que comme le disait le monsieur Lucerema tout à l'heure, on est assis sur un nombre d'habitants qui est le référentiel, mais après la somme est divisée entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la CFE. Donc c'est assez, je dirais, indolore. Nous sommes à peu près à 3 euros. Nous pensons être à 5 euros dans le courant de l'année 2023, et nous verrons après quelles seront les obligations que nous aurons par rapport à ça, sachant qu'il faut financer des opérations que l'agence de l'eau ne fait plus actuellement, puisque l'agence de l'eau se désengage, notamment au niveau de l'entretien. Nous sommes un petit peu réduits comme partout ailleurs, hein, c'est un constat. Hein. Voilà. Et puis les 3 régions, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Bourgogne et Franche-Comté, sont aussi des régions qui ont des niveaux de richesse très différents. La Bourgogne-Franche-Comté est une région, c'est le département de l'Yonne, où on sent que la population n'est pas très nombreuse. C'est un pays d'éleveurs avec des possibilités limitées, mais nous devons aussi travailler avec eux pour essayer de retenir les eaux en amont, ainsi que dans notre territoire en amont de Montargis, où c'est important, sachant que la partie Île-de-France est, elle, beaucoup plus peuplée, et donc il faut qu'on soit très attentif à tous ces équilibres. Mais on n'en est pas encore là. Actuellement, on essaye surtout d'avoir une très bonne définition de ce qu'on va obtenir rapidement. On a travaillé bien sûr beaucoup en parallèle pour la reconnexion des zones humides, ça on le disait tout à l'heure, acheter aussi des bords d'eau d'une manière relativement importante pour pouvoir confier au Conservatoire des espaces naturels la gestion paisible et pastorale la plupart du temps des espaces qui se trouvent au bord de l'eau, pour éviter l'intensification de la culture. Et puis on a aussi des travaux que nous engageons dans les missions de notre syndicat. Il ne faut pas oublier que notre mission, c'est qu'on doit renaturer la rivière au maximum pour laisser la rivière s'auto-épurer, donc supprimer les seuils ou les
les obstacles qui ne sont pas utiles pour que la rivière puisse auto-épurer. Bien entendu, que ce soit au niveau des rues et des rivières, hein, on doit le faire, mais il y a aussi beaucoup de moulins chez nous. Il y a des cours d'eau parallèles qui sont les biefs des moulins, donc c'est toujours avec des petits problèmes patrimoniaux qu'on doit évoluer, mais on fait en sorte, si vous voulez, que les propriétaires des moulins ne se sentent pas écartés ou tenus pour partie congrue de notre histoire et qu'ils soient évidemment participants de la politique d'aménagement que nous leur proposons. Alors là, vous avez un exemple à Mézy, qui est une petite cité de l'Yonne qu'on a visité récemment, où on a recréé du méandrage pour justement ralentir l'écoulement de l'eau. Alors les premières années, voilà, c'est un petit peu brut, mais ça va aller très vite. La nature va reprendre ses droits. Et là, ce n'est pas des gros chantiers, c'est des chantiers entre 100 et 150 000 euros. Mais je peux vous dire que ça rapporte beaucoup dans les communes, puisque la renaturation des rivières, quand on abaisse un niveau d'eau dans une commune, ça crée un choc immédiat, mais après, la nature reprend le dessus et c'est toujours très apprécié par les visiteurs. Alors, il y a un autre exemple, Mathieu, voilà, à Nogent, où on a déconnecté un étang sur cours, hein, sur cours d'eau, on a une rivière, le Verdisson. On a fait passer, vous voyez, la première diapositive qui est en haut à gauche, là, on fait passer le Verdisson, qui est une petite rivière qui est souvent à sec, le long d'un étang communal. Autrefois, le Verdisson traversait cet étang. Alors, on ne le voit pas très bien dans la topographie, mais on a un dénivelé d'environ 1,50 m, 2 mètres entre le niveau de la rivière et celui de l'étang au-dessus. Il y a une digue qui a été creusée et on a 2 très grands bassins en amont qui peuvent permettre justement de retenir et d'écrêter un peu les crues sur cette rivière, sachant que c'est un des exemples de ce que nous savons faire. Voilà un petit peu notre stratégie. Et puis, il y a la stratégie foncière de l'EPAGE dont je vous parlais, qui consiste à acheter des hectares et des hectares de terres agricoles. Alors, la SAFER a mis un niveau de prix assez élevé pour la région. Hein. On est plutôt à 5 000 euros l'hectare, alors qu'on est plutôt à 2 500, 3 000 en général dans les terres agricoles. Mais là, c'était un coup de fouet pour justement sensibiliser les propriétaires. Et donc, on a acheté pratiquement une centaine d'hectares et qui sont redonnés immédiatement en gestion au Conservatoire des espaces naturels. Voilà un petit peu le type d'action que nous menons au niveau de l'EPAGE sur le bassin pour accompagner et être un petit peu déjà dans la GEMAPI. On a fait de la GEMAPI depuis quelques années, sans le dire précisément, mais toutes ces recollections de zones humides, achats de terrain, reméandrage, ça participe effectivement d'une certaine mesure à la politique gémapienne. Oui, comme on le voit, en fait, grâce à la constitution de votre syndicat qui a été vraiment mis en place au départ pour des questions d'inondation, en fait, l'action ne se limite pas effectivement à gérer des digues, etc., mais effectivement prend l'ensemble de la compétence en liant notamment des actions qui se font pas partout, par exemple des acquisitions pour pouvoir permettre une action plus facile et une maîtrise sur le long terme, et puis des actions effectivement qui sont de la renaturation, qui concourent notamment en zone agricole, dans les zones entre guillemets où il y a des possibilités de pouvoir ralentir les cours d'eau. Si on devait faire un petit point sur finalement votre recul par rapport à toutes ces actions mises en place dans le cadre de la GEMAPI, quels sont, selon vous, finalement, les points positifs que vous retenez du transfert de la GEMAPI, en fait, des EPCI ou des petits syndicats à votre syndicat? Et puis, deuxième question, au bilan, aussi, les points améliorés. Au global, le fait de passer finalement d'une structure au départ un peu morcelée à une grosse structure qui voit l'intégralité des choses et toutes les thématiques, comment vous avez vu les points positifs et les points améliorés? Bon, la première chose, déjà, moi, je souscris entièrement, puisque j'étais là-dessus depuis une vingtaine d'années. Ça fait presque 20 ans que je suis président de ce syndicat qui a évolué, qui s'appelait le CIVLO et qui s'appelle aujourd'hui l'EPAGE. Mais on a intégré, bien entendu, quelques syndicats qui sont venus nous rejoindre en cours de route. On était passé, au départ, on était une vingtaine de communes. On était déjà à 110 il y a 3 ans. Et là, on est passé à 265 maintenant. Donc, c'est vraiment important. Mais en même temps, vous avez vu, la structure est restée la même, morcelée par sous-bassin, ce qui donne de la cohérence déjà au territoire. Donc, on n'a pas senti l'évolution, a simplement nécessité qu'on soit un petit peu organisé en amont, dans toutes les fonctions d'une entreprise, que ce soit la RH, les finances, le budget et tout, mais on avait la confiance de l'agence de l'eau qui nous accompagne, Seine Normandie, hein, qui nous accompagne
depuis son agence de Sens et depuis Paris aussi, puisqu'il y a le territoire Seine-et-Marnais qui est encore couvert par l'agence de l'eau Nanterre. Mais on a quand même beaucoup évolué. Mais pour moi, il n'y a rien de nouveau, si vous voulez. On a eu cette dimension d'inondation, qui est un objectif qu'on va atteindre. Mais actuellement, on est dans les études, on n'est pas encore dans l'action totale. On a simplement mis en place ces actions de reconnexion et de méandrage qui sont pour nous un prérequis, mais le reste vient tout seul. Il y avait beaucoup de territoires qui étaient vides, vides de projets, vides de techniciens. Les élus avaient quelques initiatives, mais enfin, qui n'étaient pas professionnelles. Là, on s'appuie sur des professionnels. Chaque territoire est administré par un technicien, des techniciens qui sont des gens jeunes, de grandes compétences, qui arrivent avec des formations de bac+4, et on a vraiment de la compétence. On a un assez gros turnover de 3-4 techniciens par an, mais c'est normal. Une fois qu'ils sont formés, ils vont ailleurs exercer leur profession et puis surtout progresser. Et c'est tout à fait normal. Donc, on est amené à recruter beaucoup de sorties d'école. Et ça, c'est vraiment pour nous un bol d'air exceptionnel parce que l'évolution des techniques et de la philosophie de tout l'environnement évolue très rapidement et ces jeunes nous apportent beaucoup. Je disais, il y a 10 ans, quand on avait quelqu'un qui faisait du SIG, on était très content. Maintenant, le SIG, c'est comme tailler son crayon. Pour eux, c'est un geste tout à fait normal. Bon, et les techniciens les plus anciens sont pas tous très en phase avec tout ça, mais les techniques évoluent. Et alors nous-mêmes, on les moule un petit peu à notre façon dans notre syndicat, puisque on a des conceptions très particulières, ils le savent, et il faut que ça avance un petit peu dans le style maison, mais ça, c'est pas plus mal. Mais en même temps, eux nous apportent beaucoup, donc c'est un échange permanent et un brassage des compétences et des idées qui fait que c'est quand même un lieu où ce sont les hommes et les idées qui sont plus fortes que les faits. L'ingénierie est une chose, mais la culture générale des uns et des autres est tout à fait au service de cette politique que j'apprécie beaucoup. Merci. On voit effectivement que la force d'un syndicat, c'est d'avoir des équipes techniques complètes et qui permettent d'aborder tous les sujets, que ce soit des sujets techniques pointus et de la communication et de la présence sur le terrain. Peut-être au niveau, si vous aviez un point des perspectives, par exemple, pour le futur, dans les rôles de votre syndicat ou des choses à améliorer, est-ce que vous avez, vous, par rapport aux évolutions vécues et je dirais, aux tensions qui peuvent apparaître dans le futur sur les questions de l'eau, un souhait à émettre? Actuellement, on va travailler sur un PTGE sur une des rivières parce qu'on nous a demandé de faire ça. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est le partage de la gestion des eaux entre les usages agricoles et autres. Et il faut qu'on soit très, très carré là-dessus et qu'on donne les bonnes réponses au public parce qu'il y aura probablement des problèmes de ressources en eau dans les dizaines d'années à venir. On ne sera plus là pour le faire, mais il faut qu'on laisse à nos successeurs des rivières dans le meilleur état écologique possible. Ça, c'est très important. Ensuite, notre rôle, il est de faire en sorte qu'on puisse maîtriser ces à-coups qu'on va avoir et que la nature puisse aussi continuer à vivre avec ses fonctions autour des rivières, parce que c'est très important qu'on puisse continuer à faire vivre ces rivières, à favoriser la faune, à favoriser la flore, à faire en sorte que tout ça puisse rester équilibré malgré les problèmes qu'on va connaître. Il va falloir anticiper un moment sur le réchauffement climatique. On commence déjà à voir je voyais tout à l'heure mon prédécesseur qui parlait d'études du CEREMA pour les problématiques de réchauffement climatique. On va devoir, bien entendu, se poser des questions là-dessus. C'est un très, très vaste sujet, mais je trouve ça passionnant. Et en même temps, il faut qu'on aille au bout de notre mission, c'est-à-dire la mission inondation, qui a été le choc le plus important qu'a eu la population par rapport aux rivières depuis les 50 dernières années. L'inondation de 2016, elle a été un très grand choc pour les populations. C'est pas des événements cévenols comme on voit arriver dans la Méditerranée. Ce sont des événements qui nous ont dépassés à proprement parler et qui doivent faire en sorte que nous serons capables demain de pouvoir aider, avertir, prévenir mieux qu'on nous l'avons fait la dernière fois, qui a été vraiment une affaire très compliquée pour tout le monde à gérer. Oui, d'où la complémentarité d'ailleurs entre les structures syndicales, les EPTB qui sont notamment le TVSN qui vous apporte un appui sur cette question, et puis les communes qui gèrent le risque
Et donc, tout cet assemblage doit avoir un peu d'huile pour pouvoir résoudre les problèmes de crise. Écoutez, Absolument. Monsieur Dijon, on vous remercie beaucoup pour votre temps consacré à nous. Et donc, oui, effectivement, vous avez un site internet où il y a de nombreuses informations complémentaires, donc, qui est consultable, hein, sur le diaporama. Et donc, on va clore aujourd'hui cet épisode. Merci, Monsieur Dijon.